Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. C'est-à-dire, il y a le contexte et il y a nous. Souvent, on ne peut pas changer le contexte. Donc, il faut que nous, on s'adapte au contexte. Donc, le fait de se plonger dans le fauteuil et de retrouver un mode perceptif dans lequel on ne fait rien et on laisse le contact faire. Lorsque j'ai appris, en avril 2021, que j'étais atteinte d'un cancer du sein, je n'avais pas mesuré à quel point cela impacterait ma santé mentale plus que ma santé physique. L'annonce de la nouvelle, les opérations et les traitements ont eu raison de celle-ci. Après une mastectomie, une radiothérapie, c'est l'hormonothérapie évoquée dans l'ouvrage Les Montagnes Roses qui me mena d'abord à la rechute, mais surtout, lentement mais sûrement, à une dépression très lourde dont aucun traitement ne venait à bout. Mais comme je remercie toujours le ciel pour les épreuves qu'il m'envoie, c'est grâce à celle-ci que j'ai pu connaître l'Institut Raphaël, maison de l'après-cancer à Levallois, fondée par le docteur Alain Toledano, et j'y ai rencontré des psychiatres, des acupuncteurs, j'y ai pratiqué le yoga, la sophrologie, et j'ai pu peu à peu retrouver un peu de paix au fil des rencontres et des séances. Et mon invité, médecin anesthésiste, se présenta lui aussi naturellement sur ma route. Et c'est avec le docteur Gali, formé par François Roustan lui-même, philosophe, psychanalyste devenu hypnothérapeute, que je travaille depuis des mois à prendre ma place dans son fauteuil. Et ma vie trouve elle aussi son chemin, à son rythme. Les problèmes ou les souffrances s'intègrent sans se nier et s'évaporent même souvent. Les doutes se félicitent de n'être certains de rien et la vie s'infuse en moi et le moi s'infuse dans la vie et je constate que l'envie de me faire du mal s'éloigne un peu plus loin chaque jour. À la question « Quelle est donc la visée, le but de l'hypnothérapie ?» François Roustan répondait « C'est répondre à la demande de la personne que nous recevons pour lui permettre de modifier le rapport à son monde. » Le commun des vivants ne semble pas comprendre malheureusement la pratique de l'hypnose, et c'est sûrement ce qui la rend efficace. Mais nous allons tout de même tenter de comprendre ce que signifie guérir par le siège, comment on se libère de stress, de phobie, de dépression et surtout d'addiction, mais plus globalement, comment la vie peut devenir, grâce à l'hypnose, beaucoup plus douce et en quelque sorte simple, comme « Bonjour, docteur Gali ». Merci Rose de m'accueillir et de pouvoir échanger un petit peu avec vous comme ça, comme on a quelquefois l'habitude de le faire, et de le centrer plus sur cette problématique, en fait, de s'installer. Mais s'installer où ? Dans un fauteuil, mais c'est aussi s'installer dans la vie. Et vous avez parlé de l'Institut Raphaël, et quand je suis arrivé à l'Institut Raphaël, grâce à une patiente, donc je ne vais pas vous raconter ce chemin qui est un petit peu original, je me suis posé la question, le Raphaël, ça sert à quoi ? Et en fait, cette réponse est venue de François Roustan. C'est retrouver sa place dans l'existence. Et je pense, trouver ou retrouver, ça c'est... Après, on peut discuter, mais en fait, c'est ça la problématique. C'est que le chemin thérapeutique, parce que vous l'avez évoqué, c'est un chemin thérapeutique, qu'il soit pour les addictions ou pour le cancer, on rentre dans un chemin thérapeutique. La première étape, c'est de savoir où on est, c'est-à-dire dans quel espace on se trouve. Et c'est le premier travail, c'est de se sentir dans un chemin thérapeutique et pas une espèce d'endroit dont on ne sait pas. Et dans ce chemin thérapeutique, il y a ce que j'appelle les ways. Les ways, c'est ce que vous décrivez dans le livre, c'est ce qui se passe à Raphaël, c'est-à-dire des aides, des personnes, on reviendra sur les techniques après, mais surtout des personnes qui vous aident à trouver votre chemin. Mmh. Et après, on sort du chemin, on sort de la déviation, parce qu'en fait, ce chemin thérapeutique est une déviation de vie. Un moment où c'est barré, où il faut prendre une autre route. Et donc, les ways, par la médecine intégrative, multidisciplinaire, que vous avez connue dans d'autres lieux, et qui est reproduite à Raphaël, en fait, cette sortie permet de retrouver sa place dans l'existence. C'est par la déviation, en fait, qu'on retrouve sa place, quelque part. Oui, alors, on retrouve sa place, une autre place, parallèle,
ou une toute autre place dans laquelle on remet en cause sa vie antérieure. Ça, c'est très classique. Et en fait, rentrer dans le chemin thérapeutique est difficile parce qu'il y a cette annonce qui est brutale, sévère, déstabilisante, angoissante. Mais la sortie du chemin thérapeutique est aussi très difficile. Et on le voit, Raphaël, moi j'anime ce qu'on appelle les réunions de concertation transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'avec les soignants, on fait des discussions de dossiers toutes les semaines. Et on voit que la sortie de ce chemin thérapeutique est quelquefois aussi difficile que l'entrée dans le chemin thérapeutique. Parce que ça a mis ça a bouleversé des éléments de la vie qui n'étaient pas envisagés. Des relations de couple, des relations de travail, des relations de place comme ça. Donc, voilà. C'est souvent une histoire de place et de dynamique en fait entre les choses. C'est ça la place, c'est la dynamique aussi. Voilà, c'est trouver sa place. Alors, trouver sa place, c'est aussi discuter qu'est-ce que c'est. C'est aussi être à bonne distance par rapport aux choses. C'est de se sentir à l'aise. Et François Roustan disait, si vous trouvez votre place dans le fauteuil, vous la trouverez dans l'existence. C'est très étrange. Bon, on va en parler. Mais en même temps, c'est le sujet. En même temps, c'est ce qui se passe. On va tout à fait en parler. On va essayer de le centrer un peu vers l'addiction, mais je veux que cet épisode reste très ouvert. On avait déjà fait un épisode avec Kevin Finel qui était plus centré sur l'hypnose dans les addictions. Et là, j'aimerais aussi qu'on comprenne comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, surtout pourquoi, et que ça arrête d'être quelque chose qui semble ésotérique pour certains ou impossible pour d'autres ou magique. Voilà, j'aimerais qu'on rentre là-dedans parce que même moi, en ayant travaillé avec vous, je ne peux pas décrire l'hypnose et je ne peux pas décrire pourquoi ça fonctionne. Comme on parle d'addiction ici, est-ce que vous auriez une définition de l'addiction comme ça qui vous viendrait en quelques mots? Vous m'avez appris, je ne suis pas un spécialiste de l'addiction. J'ai évidemment, dans ma carrière d'anesthésiste, de médecin d'État, je me suis beaucoup occupé de près de post-opératoire. Je suis resté sur une lignée un peu ancienne du médecin anesthésiste, qui était le médecin généraliste des services de chirurgie. C'est comme ça que je me suis défini. Donc, j'ai vraiment suivi les patients dans les étages et je m'occupais principalement d'un service de chirurgie vasculaire dans lequel il y avait de la maladie chronique, le diabète, l'artérite, etc. Donc, tout ça, je connais. Vous m'avez dit que c'est une maladie chronique. Restons là-dessus. C'est une maladie chronique d'un type un peu particulier. Mais quand je rencontre des addictologues, parce que j'ai des copains addictologues qui travaillent en hypnose et à la Pitié, j'ai suivi une formation addicto et hypnose avec 3 personnes, dont un médecin de Marmottan. Donc, comment il s'appelle? Vous vous rappelez? Roberts. Ah oui. Dina Roberts. Il y a mon copain Pascal Vesronis qui est à Annecy. Et puis Frédéric Chambre qui est dans le centre, qui est vers Coulommiers. D'accord. Donc j'ai suivi cette formation parce qu'à un moment ça m'intéressait. Et puis je me suis aperçu au fur et à mesure du temps que d'être médecin addictologue, c'est un métier. Parce qu'il y a la rencontre, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le problème de la société qui rentre en jeu, tout le problème des deals, tout le problème d'être incrusté dans des espèces de circuits comme ça. Et je me suis aperçu que c'était pas pour moi. J'en sais rien, je peux pas vous dire, mais je me suis aperçu que c'était pas pour moi. Donc j'ai suivi la formation, j'ai appris beaucoup, mais en même temps, je me suis arrêté un peu là en me disant c'est trop compliqué pour moi parce que il y a trop d'interactions, voilà. Donc il faudrait rentrer dans un centre d'addicto. Bon, ça a pas collé. Enfin, c'était pas comme ça que je voulais être. Donc je connais. Et puis dans ma carrière, j'ai eu la chance, parce que j'avais un copain qui était interne à Marmottan. Marmottan, je précise que c'est vraiment un lieu dédié... Oui, c'est le premier lieu dans lequel on s'est occupé des addicts et des cures, et qui a été ouvert par Oliver Einstein. Exactement. L'homme... que nous avons reçu ici. Alors, je ne sais pas si c'est lequel, mais celui qui a ouvert Marmottan. Oui, lui. D'accord. Et donc, Oliver Einstein... c'est l'homme des seringues. Il s'est quand même beaucoup battu pour avoir le remboursement des seringues. Les salles de shoot. Et surtout, il définissait en fait l'addiction comme la rencontre entre une personnalité, un produit et un moment socioculturel. Bon, alors, on me dit c'est un peu d'une définition un peu vieillotte.
Ben, j'en suis pas si sûr. Et quand je vous lis, j'en suis pas si sûr. Après, on peut modifier un petit peu, mais la base, elle est là. Et je pense qu'il avait dit, là, tout ce que c'est... Alors, vous me posez la question, qu'est-ce que l'addiction? Ben, je vous réponds, ce que m'a appris Olive, parce qu'on l'appelait comme ça, au niveau de son service. Olive dit aussi, l'addiction, c'est quand vouloir n'est plus pouvoir. Il le dit beaucoup. Ce qui est très vrai, on va en parler aussi de ça, de cette cessation de la volonté dans l'hypnose, d'ailleurs. L'hypnose, en fait, la définition de l'hypnose aussi, elle est compliquée. On a du mal aussi à en trouver. On a François Roustan qui dit l'hypnose dans son expérience et son essence même est là pour changer les perceptions du patient à l'égard de son contexte et de ses difficultés. Et ça revient un petit peu à ce que vous venez de me dire par rapport à la définition de Dr. Olivenstein. Il va falloir changer le contexte aussi parce que finalement, le contexte fait partie des facteurs d'addiction et donc il va falloir, c'est pas forcément se changer soi-même mais se changer la perception en fait qu'on a de soi et la perception de la place qu'on a. Il y a Thierry Melchior aussi qui dit alors là c'est beaucoup plus simple, il se mouille pas, c'est un état autre que l'état normal, habituel ou ordinaire. Qu'est-ce que c'est pour vous exactement l'hypnose? L'hypnose qui soigne, c'est d'abord une relation. Et ça, vous le dites aussi dans votre bouquin. En fait, mais vous avez beaucoup aimé ce livre. Je rappelle qu'il s'appelle Contradiction et qu'il est en vente partout. Oui, parce qu'il est extrêmement sincère. Quand on lit Rose, il y a une sincérité qui sort. Wow. Et qu'est-ce que vous voulez faire de plus que de raconter une sincérité? Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Donc vous me faites pleurer en séance, vous me faites pleurer en interview, ça me fait beaucoup. C'est tout. Alors, donc vous me dites, oui, à un moment vous dites qu'importe la technique. Qu'importe la technique, à un moment vous passez en revue les techniques. C'est le lien entre le thérapeute et le patient. Et dans mon livre, j'ai dit pas de technique, pas de méthode. Alors, on revient à Roustan. Votre livre Dans le fauteuil de l'hypnose, installez-vous, dont tous les droits sont reversés à l'Institut Raphaël. C'est très important de le savoir et qui est passionnant et très concret. On comprend vraiment par des cas cliniques et des patients et des choses très sincères aussi, parce que vous parlez par exemple d'un patient qui est venu, c'est sa femme qui voulait qu'il arrête de fumer, ça se passe pas, ça ne marche pas. Et on va en parler aussi de ce qui marche, de ce qui marche pas. Mais donc vous me disiez, oui, en effet, c'est d'abord donc cette relation, et donc ce qu'on lit dans votre livre ou dans le livre de François Roustan, Il suffit d'un geste, c'est vraiment cet accueil inconditionnel. Est-ce que ça peut ressembler quelque part à l'amour inconditionnel que l'humain attend, et surtout l'addict, qui va chercher dans le produit d'ailleurs, hein? Je crois pas. Je crois pas quand il parle d'accueil inconditionnel, c'est en fait l'écoute inconditionnelle. C'est-à-dire le vide. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, le thérapeute ne sait pas, ne veut pas, n'a pas de méthode, pas de technique. Et il dit, si vous employez une méthode et une technique, le patient va retomber dans une méthode et une technique, donc dans la pathologie. Ça, c'est votre formation avec François Roustan, c'est de là que vous avez appris ça. Jean-Marc Benaïem, François Roustan. C'est très intéressant cette histoire de pas de technique. Déjà, où est-ce qu'on peut la définir? C'est une définition, comment on appelle ça, apophatique, je crois qu'on dit comme ça. C'est des définitions qui vont par la négative, de dire ce que quelque chose n'est pas. Donc déjà, l'hypnose, vu que c'est compliqué à définir, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. Ça, on a compris. Est-ce que c'est un état de conscience modifié? François Roustan dit non. Presque. Non, mais actuellement, on s'intéresse beaucoup à la transe. Ouais, voilà, la transe. C'est un peu la mode. Et donc, ils ont l'air de dire que la transe, quand même, c'est un état, disons, non ordinaire de conscience. Donc, on pourra... Alors, il n'aimait pas ce mot état modifié. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais on pourrait dire non ordinaire. C'est pas un sommeil? Non, ça c'est certain. C'est pas une méditation non plus? C'est pas un état méditatif? Non, parce que c'est pas... Et ça, François, sur la méditation, on a eu 2 siècles, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, parce que c'est un état élargi. C'est-à-dire, c'est un état dans lequel vous passez d'un état sur lequel vous êtes fixé
je suis fixé à mes problématiques, machin, je suis ceci, je suis cela. Je suis douloureux, je suis machin, je suis là. Donc je suis restreint, c'est ça. Et l'état hypnotique vous permet par la transe d'élargir et de voir plus large. Et en fait, c'est le côté focus. Alors ça, c'est le grand mode actuellement. Je suis focus. Je discutais avec une jeune entrepreneuse l'autre jour. Et elle me dit, je suis focus. Et je sentais que dans son focus, il y avait une problématique parce qu'elle voyait pas assez large. Donc je lui ai fait une séance et je lui ai fait la séance de la feuille. C'est-à-dire qu'on se promène tous les deux dans un jardin. J'ai un appareil photo, je mets l'appareil photo sur un pied et je regarde une feuille. Ok ? On est ensemble dans ce jardin. Et je lui dis, regardez la feuille, regardez la feuille, regardez la feuille. Et on se passe comme ça, je regarde, vous regardez, on regarde. Et le temps passe. Qu'est-ce qui se passe à un moment ? Qu'est-ce que vous allez me dire ? Moi ? Oui, vous. Mais on parle d'une feuille d'arbre ? Oui. Ou une feuille de fleur, ou n'importe quoi. Bah, on se la passe. Oui, et au bout de 20 minutes, qu'est-ce que vous allez dire ? Bah, ça y est, ça suffit. Voilà. Absolument. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez dire, ça suffit. C'est-à-dire le focus, ça suffit. Parce que je suis pathologique, je suis fixé. Donc moi, je vais vous dire, on va défocaliser. On va ouvrir un petit peu. Ah bah, vous voyez des choses déjà plus intéressantes. Vous voyez une fleur, vous voyez une autre feuille, vous voyez... Voilà. Et puis comme je suis très audacieux, je vais changer, je vais prendre un grand angle. Ok ? Et donc vous allez voir très très large. En fait, c'est ça l'hypnose. Mais la feuille, elle est toujours là. Mais elle est toute petite. Et vous le dites très bien, vous dites on a toujours cette problématique en nous. La feuille est toujours là. Mais vous voyez tellement large que la feuille, elle est noyée dans le reste. C'est ça le changement. Et c'est ça l'hypnose. Et c'est vers ça qu'on veut amener les gens malades, dépressifs ou addicts, qui souffrent d'un mal, on va dire, psychique, mental. Mais bon, c'est tellement confus aussi, ce truc-là, d'incorporer le corps dans la thérapie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que l'hypnose, à elle seule, ne guérit pas forcément. J'aime bien l'idée de l'inclure aussi dans un chemin thérapeutique et dans d'autres pratiques, de la diététique, naturopathie, homéopathie, voire des ateliers. Toutes ces orientations associées à l'hypnose peuvent se compléter pour permettre aux patients de changer de chemin. Ça, c'est vous qui le dites, hein, et de retrouver d'autres perceptions dans la substance, sans la substance addictive. Donc ça, c'est moi qui le dis. Mais je veux dire, de trouver un autre chemin sans ça. C'est-à-dire qu'il fait partie du truc, mais c'est plus le chemin obligatoire par lequel passer. Vous parlez donc du tabac, là, dans cet exemple précis à la base. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Et donc, l'hypnose, moi, je dis souvent qu'on soigne l'addiction à 360 degrés. Et l'hypnose, pour moi, elle fait partie de mon champ de discipline. Et ce champ-là, il permet justement d'ouvrir aux autres un peu, je trouve, justement. Il est presque essentiel parce que, justement, on commence à croire que c'est possible. Je sais pas, il y a comme un champ des possibles qui s'ouvre avec l'hypnose. Est-ce que le fauteuil en soi est un symbole, ou est-ce que vraiment le fauteuil, il a son rôle précis ? Moi, je connais un petit peu la réponse en vous ayant lu, mais qu'est-ce que guérir par le siège ? Qu'est-ce que c'est que ce fauteuil ? Vous l'avez dit un peu au début, mais... Alors, j'ai repris ce symbole parce qu'il y a le divan, il y a le coussin, le divan pour les psychanalystes, le coussin pour les méditants, et donc j'ai voulu mettre un petit peu en valeur cette notion de fauteuil. En fait, traité par le siège, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est encore Roustan. Roustan, c'est un énorme penseur de l'hypnose. Et il y a des écoles de formation que je ne voudrais pas nommer qui ne parlent pas de Roustan. J'ai découvert Roustan, moi, grâce à ce Dr Benaïm, sur un podcast de Fabrice Midal. Et je conseille, il suffit d'un geste. On a vraiment l'impression qu'il suffit d'un geste. Donc, je veux vraiment que... Et c'est un livre qui met en ébullition tellement il y a ça paraît évident. Mais si on n'étudie pas Roustan, qu'on fait de l'hypnose et qu'on n'étudie pas Roustan, c'est comme si vous faisiez de la littérature sans lire Ronsard ou Victor Hugo. C'est énorme. Le travail de Roustan est énorme. Il a été repris par sa fille et publié sur Odile Jacob. C'est 900 pages et il n'y a pas tout.
Il n'y a pas tout, il y a des livres majeurs, il suffit d'un geste, savoir attendre, la fin de la plainte. Mais rien que le titre, déjà, est fort. Évidemment. Et ce qui est très fort aussi, c'est qu'il est philosophe, donc moi, c'est ça qui me plaît énormément, mais surtout qu'il était psychanalyste et qu'en fait, il est un peu repenti. Et jésuite. Jésuite. Alors ça, c'est exceptionnel aussi. Donc moi, tout ça, c'est pour me plaire, puisque je suis dans cette spiritualité. En ce moment, il faut savoir que c'est le monde chrétien qui m'obsède, donc j'ai envie de connaître des choses autour de, justement, de tout ça, de Jésus, de Marie. Voilà, tout me plaît, tout me passionne. Donc là, Roustan, il a ouvert une porte pour moi qui me guérit, notamment parce que j'ai tellement envie d'apprendre de lui que j'ai pas envie d'aller faire autre chose qui va me détruire. Mais rien que pour ça. Donc ça, je le dis souvent dans ce podcast que pour moi, apprendre, c'est un antidépresseur et c'est mon moyen de guérir. Mais ce qui est très fort, c'est qu'il était psychanalyste et que justement, un peu repenti, remet en cause la psychanalyse. Et donc finalement, est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, que la psychanalyse, les thérapies longues sont toujours d'actualité? Est-ce qu'on en a besoin? Et surtout dans les addictions? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que... Je pense que la psychanalyse a sa place dans certaines indications. Alors, les psychanalystes se sont rendus compte que leur psychanalyse était trop longue, donc ils font des psychanalyses plus courtes. Et puis, ils se sont aperçus que leur séance était un peu longue, et maintenant, ils font des séances plus courtes. Moi, j'ai une cousine psychanalyste, on parlait des thérapies brèves, et elle me dit, les thérapies brèves sont en fait des thérapies qu'on répète. Donc, elles sont brèves, mais elles sont à répétition. Voilà, donc après, c'est des champs de discussion, des écoles, des tout ce qu'on veut. Je crois qu'il faut surtout que le patient s'y retrouve. Et surtout qu'il faut qu'il ait des professionnels formés. Mais comment on choisit un hypnothérapeute, justement, puisqu'il faut qu'il y ait ce lien. Au début, on ne le sait pas qu'il y aura cette congruence, cette empathie, cette affection, cet accueil. Donc, comment est-ce qu'on choisit son hypnothérapeute? Et si ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, est-ce que ça peut fonctionner avec un autre? Alors, deux choses. La première, c'est qu'il y a des formations reconnues. C'est-à-dire qu'il y a des formations universitaires. Voilà, elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont quand même universitaires, elles sont quand même passées par le conseil de la fac. On peut tout critiquer, mais quand même. C'est pas considéré comme de la médecine par... j'ai lu, vous l'avez dit, qu'il y a eu le CNAM, et il y a eu des mots posés sur la médecine intégrative et dont l'hypnose, qui n'était finalement... on ne sait pas si on doit s'y fier ou pas. Oui, c'est ça. Alors, le plan de la formation est important. Voilà. Donc universitaire. Universitaire. Être soignant ou pas. Parce qu'il y a le problème, comme c'est pas reconnu, c'est pas encadré, voilà, c'est pas, ça peut être ouvert aux deuxièmes vies. Ce qu'on appelle les deuxièmes vies, c'est les gens qui ont été employés de banque ou je sais pas quoi, enfin tout, et qui veulent. Alors le Covid a beaucoup augmenté ça, hein, c'est évident. Mais bon, ça existait déjà avant. J'en ai vu beaucoup qui deviennent hypnothérapeutes, oui, vraiment. Réflexologues, sophrologues, naturopathes, machin, etc. Tout le monde peut être hypnothérapeute? Bien sûr. Non, mais je veux dire, est-ce que tout le monde peut être bonne? Non. Le problème, c'est qu'il y a des écoles qui ont pignon sur rue, qui sont menées par des hommes d'affaires et qui prennent le tout venant, ce qu'on appelle le tout venant. Et ils forment en 1 an, 6 mois, 3 jours. Mais il y en a plein et ça, c'est un vrai problème. Donc, 2 choses. Le ministère a réuni... Bon, le problème, c'est qu'on change de ministre assez souvent à la santé. Donc, le ministère a réuni une commission d'études là-dessus, avec le conseil de l'ordre, les conseils des kinés, les infirmières, et ce qu'on appelle le CUMIC, c'est-à-dire le collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires. C'est un collège universitaire avec des universitaires dont je fais partie et qui réfléchit sur comment encadrer la formation. C'est le but des collèges universitaires, c'est de s'occuper de formation. Donc on a un référentiel qui dit comment on forme les DU de médecine dite intégrative, qui peut être la réflexo, enfin voilà, toutes ces médecines intégratives. Mais le problème des deuxièmes vies, c'est qu'ils n'ont pas de base. Ils n'ont pas de base de médecine, ils n'ont pas de base de soins, ils n'ont pas de base de... Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Parce que l'addict a besoin quand même d'une base médicale. C'est-à-dire reconnaître le produit, le retentissement, la pharmacologie. Enfin, il y a des choses à connaître. Il n'y a pas qu'il y a une prise en charge psychologique, multidisciplinaire, mais il y a quand même des bases scientifiques, médicales qu'il faut connaître.
Et ça, c'est un vide sidéral. Et ça, c'est un problème. Et quand vous vous trimballez à rue de la Boétie, si vous trouvez hypnothérapeute, peut-être qu'elle a eu une formation en 4 jours, qu'avant, elle vendait des bijoux à Saint-Maritaine, et qu'elle est sympathique, et que, mais que, comme dit mon patron à Saint-Louis, il y a des trous dans la raquette. Il a dit que tu as besoin de gens formés. Et c'est vrai que la question, on va revenir à cette question majeure qui est le rôle du fauteuil. Qu'est-ce que le fauteuil nous fait? Qu'est-ce que ça veut dire laisser faire? En fait, il y a vraiment quelque chose de laisser faire, de guérir par le siège, se laisser guérir. Oui. C'est très étrange. Ça paraît très étrange. Mais si on reprend le début de notre conversation, c'est en fait se réinstaller quelque part. Et le rôle du thérapeute alors avec est-ce que le fauteuil est plus important? Une présence, un lien. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on a appelées, et Roustan a préfacé le bouquin d'Hegel, magnétisme animal. C'est un petit livre, la préface et la traduction est faite par François. En fait, on passe d'une perception pure. Il y a 2 modes. Enfin, il y a 3 modes, mais on va parler surtout. Il y a le mode mental. Je veux comprendre, je veux savoir, je veux qu'on m'explique, je veux... Voilà. Il y a plein de domaines dans la vie, c'est très important. Et puis d'autres domaines, ça ne passe pas comme ça. Je veux dormir, je leur parle, je veux dormir. Maintenant, je veux être amoureux de machin, je veux qu'il tombe amoureux de... Ah, ça marche pas comme ça. Ok. Puis après, il y a le mode de la perception. Qu'est-ce que je perçois? Or, le premier mode sur lequel on reçoit, c'est un mode perceptif. Je rentre dans une salle, je perçois qu'il y a une mauvaise ambiance. Je le perçois. Mais en fait, c'est un mode qui est un peu éteint dans notre société, parce qu'on est dans une société dans laquelle il faut comprendre, savoir, contrôler, je veux, je machin, etc. Et on oublie un peu le mode de la perception. Et en fait, l'hypnose est là pour transformer ça et passer du mental qu'on abandonne un peu, et on se dirige vers le mode de la perception. Alors, il y a un mode intermédiaire que Benayeb traduit par confusion. Bon, je pourrais dire mode incertain, dans lequel on ne sait pas vers quoi on se dirige. Soit on se dirige sur un mode mental, soit on se dirige sur un mode perceptif. La confusion, vous l'amenez aussi par les mots et par ça. J'aimerais bien qu'on parle aussi de ce que justement le rôle du thérapeute. Comment vous amenez à cette transe hypnotique et comment on amène à cette confusion, à cette dissociation un petit peu et puis ou unification tout simplement du corps et de l'esprit, parce que dans notre société, il le dit très bien François Roustan, cette société est atteinte d'un mal incurable qui est d'avoir laisser le corps de côté et d'avoir voulu justement être dans le mode mental. Voilà. Donc voilà. On revient au fauteuil dans lequel la perception, qu'est-ce que je perçois, comment je m'installe et comment je me situe. Et pour reprendre un petit peu un thème que vous avez abordé tout à l'heure, c'est-à-dire il y a le contexte et il y a nous. Soit on peut changer le contexte, mais si on ne peut pas changer le contexte, souvent on ne peut pas changer le contexte. Donc il faut que nous, on s'adapte au contexte. OK? Tout le temps, même la vie est un contexte à laquelle il faut s'adapter. C'est pas l'inverse qui se passe. Souvent. Mais on peut aussi changer le contexte. Parfois. Oui. Prendre des décisions, me casse les pieds, mon copain je change de contexte, je déménage. Voilà. Mais dans certaines données, on ne peut pas. Donc il faut bien s'adapter au contexte. Donc le fait de se plonger dans le fauteuil, et de retrouver un mode perceptif dans lequel on ne fait rien et on laisse le contact faire. Et en fait, il faut en faire l'expérience. C'est difficile à expliquer, mais on faut en faire l'expérience. C'est-à-dire laisser le fauteuil faire le travail. Et comme le dit François, c'est pas ne rien faire, c'est laisser faire. Parce que les solutions, on les a. En fait, vous le dites, enfin François Roustan le dit, souvent le malade est un bien portant qui s'ignore. Voilà. Et en fait, c'est de lui signifier que le problème est déjà résolu. Et c'est très spirituel quand même. Il y a quelque chose qui est un peu mais il y a quelque chose de l'ordre. En fait, ce que tu cherches depuis longtemps, très loin, est déjà là. Pas que, Rose.
pas que. Je suis pas un neuroscience. Tout ne passe pas par les neurosciences, loin de là. Mais les neurosciences nous ont montré quelque chose. Les neurosciences nous ont montré qu'il y a des phénomènes de pré. C'est-à-dire quand vous allez porter attention à quelque chose, il y a des phénomènes, mais c'est du millier de secondes. Donc c'est le laboratoire qui nous a montré ça, que vous savez déjà où vous allez porter attention. Et c'est simplement après que vous en avez conscience, c'est-à-dire que vous êtes réflexif, j'ai conscience que je suis en train de regarder votre ordinateur, mais il y a des milliers de secondes dans lesquelles j'avais déjà porté attention là-dessus, mais je n'en avais pas la réflexivité. C'est-à-dire j'avais pas conscience de la conscience, c'est une réflexivité. J'ai conscience de. Et puis la deuxième chose, si vous lisez le dernier bouquin, peut-être le dernier ou l'avant-dernier, je sais pas, de Stanislas Dehaene, qui est un bouquin que d'imagerie. Bon, il y a des choses intéressantes, pas intéressantes, enfin bon, Stanislas Imagerie Dehaene, cérébrale. c'est voilà, D'imagerie l'imagerie cérébrale, ouais. C'est quand même Collège de France, enfin bon, qu'importe. Quand même. Et là-dessus, il parle de la décision. Et il dit qu'il y a c'est des mêmes phénomènes, des phénomènes de pré. C'est quoi les prêts? Eh bien, le pré, c'est-à-dire que, comme vous l'avez expliqué, tout est en place. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Et en fait, c'est le geste, la parole, qui fait basculer. Et comment? Non, mais qu'est-ce que vous faites comme geste? Qu'est-ce que vous demandez au patient de faire comme geste? Et qu'est-ce que vous lui dites? Quand on fait une séance ensemble et que vous me racontez une histoire, que je vous dis, voilà, moi, aujourd'hui, je me sens comme ci, comme ça, et soudainement, vous décidez de raconter cette histoire-là vous savez, Rose, hier, j'ai rencontré une patiente, et puis d'un coup, vous partez, puis il se passe, je ne sais pas comment, à la fin, je suis totalement, j'ai lâché tout, et puis mes larmes aussi, d'ailleurs, souvent, hein. Il y a quelque chose, surtout, enfin, je peux le dire parce que, comme vous dites, c'est l'expérience qui me le prouve. Cette décision-là, est-ce que vous fixez des objectifs? Non, voilà, c'est ça aussi qui est très important, c'est le laisser faire et le laisser agir aussi du thérapeute. Lui-même doit se laisser porter. Bien sûr, il doit être dans le même état que le patient. C'est difficile, mais c'est ce que dit François. Mais ce que vous comme me les racontez, chamans, en fait, qui doivent être dans les mêmes états que les... Souvent. Oui, il y a des formes chamaniques, il y a des... Oui, évidemment. Mais tout ça, il y a des socles communs entre la méditation, le chamanisme, la sophro. Enfin, on ne va pas refaire l'historique. Je pense que le socle commun, c'est que les choses sont déjà là. Bien sûr. Mais quand vous me racontez cette histoire, vous vouliez parler de confusion, qu'est-ce que je fais? Je vous mets en confusion, en fait. Je vous mets quelque part en confusion, c'est-à-dire qu'à un moment, vous ne savez plus. Je me dis, mais pourquoi il me dit ça? Oui, voilà, pourquoi? Mais donc, vous savez plus. Donc, à un moment, vous savez plus. Donc, vous rentrez donc dans cet état élargi, d'accord? Dans lequel vous n'êtes plus fixé. Pourquoi et comment? Je vous raconte une histoire, je vous dis ça, je vous dis sentez le fauteuil, etc. Donc, vous ne savez plus. Alors, on peut dire lâcher prise, bon... si on veut employer ce mot-là, que j'aime pas trop, mais... Et à ce moment-là, vous ne savez plus. Et vous passez à ce moment-là à un mode élargi dans lequel vous laissez votre sensorialité faire. Et cette sensorialité, elle va vous faire ressortir vos solutions. Parce que les solutions, elles sont sensorielles. Mais il paraît que même les personnes qui pensent... Moi, souvent, j'ai dit, ça ne fonctionne pas sur moi. J'avais fait plusieurs fois l'hypnose pour la cigarette. J'ai dit, ça ne fonctionne pas. Parce que je suis quelqu'un trop... On me disait, t'es trop dans le contrôle. Et il paraît que, justement, que ça peut fonctionner extrêmement bien sur des gens qui sont vraiment dans le contrôle, justement. C'est faux, cette histoire. C'est un préjugé, c'est un cliché de dire l'hypnose ne marche pas sur les gens qui sont dans le contrôle. Si je peux me permettre, je vais vous revenir à un premier souvenir de notre première rencontre. Première rencontre, vous êtes arrivé, vous m'avez dit, voilà mon histoire, machin, mon truc, enfin, parce que je fais un interrogatoire médical toujours. C'est vrai. Pour savoir qui est cette personne. Qui est cette personne, nous disait Roustan. Quand on faisait des supervisions, il disait, mais qui est cette personne? Et l'étudiant, il avait pas, et il disait, mais tu reviendras quand tu me diras qui est cette personne. J'ai des sens assez chaudes avec François. Je ne suis pas tendre tous les jours. Et je me souviens très bien de cette première rencontre.
Et vous m'avez dit, mais moi j'ai fait de la méditation, j'ai fait de l'hypnose, les machins, j'ai déjà une énorme truc, j'ai tout fait, je sais pas ce que je fous là, à la limite. Bon voilà, et on a discuté, et en fait on a fait une séance de ce que j'appelle la séance d'attente. C'était en fait, je vous ai rien dit. Je vous ai dit, installez-vous là et sentez le fauteuil. Simplement pour peut-être vous mettre en confusion, mais souvent, quand j'ai des copains qui disent, Marc est peu interventionnel. Il est minimaliste. Et je me souviens très très bien de cette séance, et à la fin, vous me dites, je me sens détendu. J'ai rien fait. J'ai simplement dit, installez-vous là et on va attendre. C'est surtout que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas détendue. Voilà, j'étais dans une période, comme ça m'arrive souvent, de grande confusion cérébrale où tout parle en même temps et j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une seule voix, en fait. Hein. En fait, c'est pour reprendre un peu notre discussion, vous étiez arrivé fixé en disant, mais qu'est-ce que je fous là, je suis fixé, mais ça n'a pas marché, j'ai déjà fait tellement de trucs, etc. C'est pas lui qui va faire quelque chose pour moi, ce qui était possible. Donc vous m'avez un peu déstabilisé, et donc on a discuté, et j'ai trouvé probablement ce que dit François, le point d'appui. Oui. C'est-à-dire ce point d'appui dans lequel on va pouvoir faire quelque chose. Et le point d'appui chez vous, si je peux me permettre, c'était rien. C'est qu'on va laisser les choses se faire, et surtout on va pas intervenir, parce que si on intervient, ça va peut-être la rebraquer, ou elle va dire, mais ça j'ai déjà fait. Non, mais le point d'appui, c'est souvent le rien. Oui, ou c'est la problématique sur laquelle il suffit basculer, d'une phrase, d'un mot, j'ai peut-être des exemples dans le livre qui me reviennent pas, mais souvent c'est dans la discussion, dans le lien qu'on trouve ce point d'appui. Et le point d'appui, en ce qui me concerne, c'est en fait, j'ai décidé, j'ai dit, je vais rien faire. Parce que c'est arrivé comme ça, parce que je ne sais pas quoi faire. Je suis démunie. Oui, et puis parfois, il y a un mal-être diffus et on ne sait pas quel est le problème, donc il va bien falloir agir quand même. Il y a surtout cette notion aussi de ne pas, dans l'hypnose, de ne pas focaliser du tout sur le symptôme. C'est très important parce que, François Roustan le dit, ça pousse à rechercher un diagnostic qui va, comme vous le disiez tout à l'heure, encore remettre la personne dans la pathologie. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'addiction est un symptôme ou la maladie elle-même ? C'est une conséquence. Donc c'est un symptôme ? Non ? Une conséquence d'un trauma, de quelque chose ? Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher la cause est-ce que l'hypnose peut servir pour aller chercher la cause de l'addiction ou il ne faut pas faire ça ? Alors, la cause de la cause, on ne s'en sort pas. On s'en sort pas. Qu'il y ait des causes, oui. Mais que ça soit la cause, ça c'est une vraie question. Ça m'arrange tellement d'entendre ça, mais je pense que les addicts ont besoin d'entendre ça parce qu'on veut toujours savoir pourquoi. Et en fait, à chaque fois qu'on trouve pourquoi, l'année d'après, on trouve le pourquoi du pourquoi. Et l'année d'après, on trouve pourquoi. Ah, mais en fait, c'est parce... Et puis à la fin, on va retourner aux vies antérieures. Et moi, j'ai tout fait. Hein. Donc, évidemment que je pense que c'est génial de se dire que la cause n'a pas d'impact. Donc, est-ce qu'on se sert de l'hypnose pour aller chercher des traumas que la mémoire elle-même a décidé de laisser de côté ? Non. Non. Je suis pas d'accord aussi. Bon, très bien. J'aime. Voilà. J'ai un souvenir d'un malade, mais je crois que c'est dans le livre, qui dit en disant, faites-moi revivre mon accident de voiture, comme ça je vais avoir des bonnes indemnités d'assurance. Alors là, vous n'êtes pas à la bonne adresse. là c'est pas là, c'est pas chez moi que vous venir. Et puis j'espère que vous allez trouver personne qui va vous faire ça. Voilà. Donc, si la mémoire a décidé d'oublier quelque chose, est-ce qu'il faut aller le remuer ? Ces fameuses choses qui sortent en pleine terre. Mais elle n'oublie rien. Non, mais elle a décidé de l'occulter alors. Non, ça s'est mis dans des profondeurs cérébrales. C'est pour une bonne raison. Oui, ou peut-être. Est-ce qu'il faut y aller ou pas ? Non, je pense pas. Il faut laisser l'électricité cérébrale faire son boulot. Voilà. On a des milliards de cellules. Le cerveau, c'est une boîte électrique comme les boîtes électriques que vous avez vues sur Internet. Quand vous rentrez dans une... Moi, j'ai ça à la campagne, il y a des armoires électriques, il y a 100 000 fils là-dedans qui se... Voilà. C'est ça le cerveau, c'est que de l'électricité, ok ? Des neurones, de l'électricité, des synapses, des trucs, des machins. Pour des raisons XY, un geste, un regard, une parole, l'électricité se met en branle et fait remonter à la surface quelque chose qui était conscient ou non conscient,
ce qu'on appelle subliminal. Il suffit de lire encore Stanislas Dehaene, les études de Nakache, là-bas à la Pitié, sur le code de la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est des études expérimentales, c'est un modèle expérimental, et ça s'arrête là. Mais ils ont fait quand même énormément de laboratoires. Tu vois pas, t'es subliminal, non luminal, etc., etc. Donc ils savent, en gros, quand même, qu'il y a une trace cérébrale, cellulaire, consciente ou non consciente, subliminale. J'aime pas le mot inconscient. Je dis subliminal, subliminal, des choses qui ont été vues, mais non perçues, parce que l'impact n'était pas assez fort pour qu'elles soient conscientes. C'est-à-dire, depuis une demi-heure, j'ai vu plein de choses, mais des choses qui n'ont pas été assez percutantes. Pour être perçues. Pour que je les ai perçues. Si, je les ai perçues, mais elles ne sont pas conscientes. Ouais. Parce qu'elles ne sont pas assez fortes. L'impact n'est pas assez fort. Mais elles sont là. OK ? Ça, c'est des millions toute la journée. Millions toute la journée. C'est 80 ou 90% de ce qu'on perçoit de la journée. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, si vous avez un traumatisme et que pour des raisons XY, parce qu'on en a tous des traumatismes plus ou moins importants, ça peut être du viol, du machin, du truc. Du viol, du machin, du truc. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais ça c'est peut vrai, être tout ce qu'on veut. Moi, j'ai un traumatisme parce que ma belle-mère m'a laissé dans une église et qu'elle s'est barrée pendant la messe. Qu'elle m'a dit, tu restes là à la messe, moi je vais au fond, et à la fin, je m'aperçois qu'elle s'est barrée. Donc c'est un traumatisme parce qu'elle m'a abandonné. Alors ça paraît pas, voilà, mais ça a été un traumatisme. Et dans une messe en plus. Oui, c'est-à-dire j'ai perdu confiance en cette femme. Et en d'autres sur choses. Un geste qui paraît assez anodin. Voilà, elle m'aurait dit, je me barre, mais toi, tu vas. Vous voulez dire votre belle-mère, vous étiez enfant, c'était la femme de votre papa. Oui, voilà. Je ne sais pas si elle écoutera le podcast. Non, parce que je me demandais si c'était maintenant la mère de votre épouse que... Non. C'est pas la même chose. Non, il faut qu'on peut-être comprenne qu'elle écoutera le podcast et elle saura que c'était dans l'église de Gérardmer. Wow. Donc je m'en souviens encore comme si c'était C'est fou. Hier, au moment des jonquilles. Donc j'ai perdu confiance en cette femme, bon, qu'importe. Mais voilà, un traumatisme. Bon, il est encore là, mais je m'en fous, je ne veux pas traiter ce truc-là. Voilà. Mais c'est dans mon livre, Mémoire incertaine, trace indélébile. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Ça, c'est une de vos ordonnances que vous m'avez données en fin d'hypnose, parce que vous donnez les ordonnances, on va en parler à la fin, je pense. Mais vous m'avez écrit ça. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Ouais. C'est le titre d'un livre publié chez l'Harmattan, qui a été écrit par ma tante. Je ne le dis pas dans le livre, mais je vous le dis à vous. Et elle retrace quoi? Son arrestation en 1943 à Lyon, et son interview par Barbie et toute la clique, et son transfert à Drancy. Wow. Et etc., etc. Et elle dit, trace indélébile, mémoire incertaine. Il faut lire le livre, etc. Mais bon, voilà, le livre n'a pas tellement d'intérêt, le titre a de l'intérêt. Oui, c'est ça. Le titre a de l'intérêt. Ouais. Donc, il y a des traces indélébiles. Alors, est-ce qu'il faut aller, la cause, le pourquoi, le comment, etc., etc. Je n'en sais rien, je ne crois pas. Parce que la cause de la cause et de la cause et de machin, on ne va pas s'en sortir. Et peut-être qu'il y a des indications, mais on va laisser ça à la psychanalyse. Oui. On va laisser ça à la Mais moi, psychanalyse. vous m'avez appris ça, justement. D'abord, j'ai laissé totalement la psychanalyse depuis un petit moment. J'en ai plus eu envie. Mais vous m'avez appris ça, justement, comme plein d'autres choses que je dis. Donc, je suis sur ce chemin-là, puisqu'en ce moment, tout se recoupe vers ça. C'est de dire, OK, ça existe, mais je ne suis pas que ça. Et donc, c'est cette fameuse vision élargie de défocaliser, évidemment. Déjà, évidemment que j'ai souffert de ça, ou que j'ai connu ça, oui, mon cancer, oui, ci, oui, ça. Mais en fait, la vie, c'est 360 degrés, et je peux choisir aussi de focaliser sur un truc agréable. Il y a aussi ça, moi, je voulais aller, je dis la vérité, la première fois que j'ai fait de l'hypnose, c'était pour aller rechercher des souvenirs perdus, mais joyeux. En fait, je voulais retrouver des moments avec ma grand-mère, qui est partie, j'avais 8 ans, qui m'a élevée, qui était une femme extraordinaire, dont j'ai encore la sensation de douceur et de bonté, et dont je n'ai aucun souvenir. Et ça me met dans des états de tristesse, mais tels que mon rêve, c'est de juste retrouver un souvenir où elle me prend dans ses bras ou quelque chose comme ça. Et il n'y a personne qui a réussi à me faire revivre ça. On n'en a pas besoin. Tant mieux pour vous. Ça me fait pas. Bon, voilà, allez, ça c'est fait. Non, mais si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais
Je crois qu'il y a des moments, et ça, François, il était master là-dessus, il dit on s'en fout. Voilà, et moi j'adore ça. Vous m'avez soigné comme ça, vous arrêtez pas de dire on s'en fout. J'ai envie d'écrire un livre, mais il a déjà fait, François, comment il s'appelle, Fabrice Midal. Mais je vous raconte l'histoire de Fabrice Midal. Ah oui. En fait, François et Fabrice Midal dialoguent. Je peux vous dire, parce qu'il leur raconte, donc ça n'a rien de secret. C'est le nom de son podcast, Dialogue. Ouais. Ils discutent, ils mangent ensemble, ils boivent un coup, ils sont dans le bistrot, j'en sais rien. Ils discutent. Et Midal, en fait, la rencontre, il le dit, la rencontre entre Midal et Roustan, qui a été provoquée par Jean-Marc Benayem, a changé complètement la vision de Midal de ce qu'il a de la méditation. Et ça a été complètement... il a basculé dans autre chose. Et donc, il lui pose la question, François, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ruminent? Parce que vous savez, cette rumination, etc., qu'il faut traiter, nanana. Et François lui dit, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ruminent? On s'en fout. On s'en fout. Je suis tellement Alors, d'accord. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est-à-dire, quand on aura fini de ruminer, quand on aura trop marre de ruminer, t'arrêteras de ruminer. Donc, pour l'instant, tu rumines et on s'en fout. Et qu'est-ce que fait Midal, qui est un garçon cultivé, intelligent, sympathique et tout ce que je connais bien? Il écrit « Foutez-vous la paix ». Il en fait « Foutez-vous la paix ». Mais il a eu raison, parce qu'il a aidé énormément de monde. Énormément. Bien sûr. Et en fait, on s'en fout. Moi, je travaille à l'Institut Raphaël sur un parcours qu'on appelle peur de la récidive. Et mon message, c'est ça. C'est sur la temporalité. On travaille beaucoup sur la temporalité, sur ce qui est là maintenant, l'espace où vous êtes vraiment là, l'espace où vous êtes plus, et l'espace où vous n'êtes pas encore, etc. Et en fait, on s'en fout parce que c'est pas d'actualité. Comment les choses sont pas toujours d'actualité, donc on s'en fout. Mais quelqu'un qui, dans l'actualité, dans le moment présent, il est avec vous et il n'a qu'une envie de sortir, c'est fumer une cigarette, et que quand il sort de chez vous, il n'a pas envie de fumer, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a perçu que c'était pas nécessaire dans son existence. Et par quel biais? Soit par la métaphore. Moi, je fais beaucoup un jeu de lavage de verre. C'est-à-dire, je leur demande, pour ceux qui fument à peu près un paquet, je leur demande d'aller laver un verre, parce qu'ils disent, j'aime beaucoup le geste. On revient sur le geste. Ils disent, c'est le geste, la cigarette, le geste. Je leur dis, combien de fois vous faites une geste pour fumer une cigarette? Donc, en gros, c'est 10. 10 taf. 10 taf. 10 mouvements du coude. Très bien. Alors, j'ai dit, vous aimez ce geste? Ah oui, beaucoup, c'est un ami, qu'on discute de ça. Et je leur dis donc 10 fois le geste multiplié par un paquet, 20 clopes. Ça fait 200 fois la journée. Je leur montre le chiffre, déjà. Donc, vous voyez, ça les perturbe. Je leur montre donc 200 fois dans la journée, vous multipliez par 7, ça fait 1400 fois dans la semaine. Est-ce que vous avez besoin de faire 1400 fois le geste dans la semaine? Non, bon, d'accord. Donc voilà. Et je leur dis, après, maintenant, on va faire un petit exercice. Donc ils regardent ces deux chiffres. Donc ça les perturbe. Ils sont un peu en confusion, tu vois. Ils n'avaient jamais vraiment vu ça. Ça leur met une autre perception du geste. 200, 1400. Ils avaient quand même beaucoup. Donc je leur dis, maintenant, on va aller dans la cuisine. Sortez-moi 200 verres. Ah ben non, j'en ai pas. Ah bon? Donc soit vous faites trop de gestes, soit vous n'avez pas assez de verres. Et comme vous vivez pas dans un hôtel, donc sortez 1400 verres. Ah ben non, je peux pas. Donc sortez un joli verre. Donc tout le monde a un joli verre chez lui. Tout le monde a un verre qu'il aime bien. Je lui dis maintenant, vous allez le laver. Alors ils lavent. Ils adorent le geste. Donc ils font le geste. Et donc je leur dis, voilà, vous le lavez. Puis comme vous aimez beaucoup ce geste, je les fixe sur le geste. Je leur dis, vous allez encore le laver. Au bout de 2 fois, ils en ont ras-le-bol. Ils ont ras-le-bol du geste. Parce qu'ils peuvent casser le verre, vous voyez, à force de... Et là, ils font une association entre ces deux... Ouais, c'est fou. Et à ce moment-là, je dis, j'en ai marre. Comment ça fonctionne, mais ce cerveau est incroyable. J'en ai marre. Mais c'est le cerveau qui est incroyable, en fait. Oui, probablement. Probablement, oui. Il me dit, j'en ai marre, 3 fois. Je dis, partez, laissez le geste.
foutez-vous la paix. Vous savez ce qu'on dit aux alcooliques anonymes aussi, souvent on dit c'est quand tu en as marre d'en avoir marre que tu arrêtes. Oui. Et en fait, souvent quand on me dit je veux arrêter, j'en ai marre, est-ce que tu as touché le fond? Il y a aussi ce truc-là, c'est très difficile d'arrêter si on n'a pas été touché le fond, si on n'en a pas marre d'en avoir marre. C'est ce que dit François. Ouais. Ruminer, on s'en fout parce que quand t'en auras marre de ruminer, tu vas arrêter. Mais comme t'en as pas encore assez marre, continue. Exactement, comme pour l'addiction. Voilà. Ouais. Et si tu lui dis continue, lave le verre, allez vas-y, vas-y encore, vas-y. À un moment, il dit non. Bien sûr. Et après, une fois de temps en temps, je les revois, ils me disent à chaque fois, je pense au verre et je laisse tomber. Et cette personne aussi qui ne voulait pas arrêter de fumer et qui par contre mangeait bio, je ne sais plus quoi, qui avait des choses qu'elle ne supportait pas mettre en elle. C'était la vaccination. Oui, elle voulait pas faire le vaccin. Et par contre, elle fume. Et genre cette espèce de complotisme, de dire est-ce qu'on veut nous faire alors, pour moi, le complotisme, il est vraiment sur la cigarette. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais il a compris, vous avez réussi à l'amener. Probablement. Après, les effets, j'en sais rien. Ouais. Mais probablement que là, il a été perturbé, il a été confus. Oui, la confusion, elle est très vaste. Elle est très vaste. Mais dans cet entretien, genre, je ne sais pas pourquoi je lui dis est-ce que vous êtes vacciné? Je ne sais pas. Oui, parce que ça aussi, c'est une intuition extrêmement brillante en général du thérapeute. C'est une intervention qu'il a sentie. J'ai senti probablement ce truc-là. C'est la à présent, c'est le fluide animal dont on parlait. Ouais. C'est le fluide. Vous sentez qu'il n'est pas vacciné, le mec. Pourquoi je lui dis, alors qu'on parlait pas, est-ce que vous êtes vacciné? Il me dit non. Et là, pourquoi? je lui dis, là, il y a un truc qui déconne. Vous 130 clopes et vous voulez pas vous faire vacciner sur des arguments. Je lui dis, vous êtes un peu confus. Et le fût est de trop, hein. Au-delà de l'addiction, moi je pense que ce qu'on veut tous aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est avoir une vie plus douce, plus facile, plus simple, être heureux, même quand ça va pas. Moi j'aime beaucoup cette idée-là de se dire, je sens que j'apprends peu à peu à être heureuse, même quand il y a des tonnes de problèmes, même quand j'ai pas dormi. Alors oui, j'ai pas dormi, oui, j'ai des problèmes, oui, je dois de l'argent, oui. Mais en fait, ça n'atteint pas cette joie spinozienne que j'aime beaucoup dire, ce truc qui est en moi, et moi je le trouve très spirituel, c'est ce qu'on recherche tous, en fait, cette joie, peu importe les événements. Et un patient qui dit, j'ai plus dans ce livre, où je ne sais plus où est-ce que je l'ai lu, mais je ne savais pas que c'était si simple. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est difficile, mais c'est simple. C'est un peu comme arrêter une addiction. C'est simple, il suffit de ne pas le prendre, en fait. Mais c'est difficile à ne pas le prendre. Donc, c'est pas compliqué, mais c'est dur. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, en fait, l'hypnose. Il y a ce truc-là d'essayer de rendre quelque chose difficile, de l'amener à la simplicité. Oui, mais ça, c'est souvent, je dis ça aux patients. Je leur dis, vous savez, j'ai tout simplifié. Mais pourquoi j'ai tout simplifié? Parce que j'ai beaucoup travaillé. C'est pas pour me mettre en valeur. Mais j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. J'ai eu beaucoup de mal à... Par exemple, on disait faut être présent avec le malade. Faut être présent. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être présent? Donc, j'ai rencontré Midal il y a 10 ans et j'ai dit... alors lui, il parlait de la présence et tout. Donc, je suis allé pendant 1 an, toutes les semaines, à suivre ses cours. À l'époque, c'est lui qui les donnait. À côté de l'hôpital, la rue Raymond-Lestrand, on faisait de la méditation et tout. Et puis après, je suis allé en stage 8 jours. Et puis j'ai compris ce que ça veut dire d'être là, d'être présent, etc. Et après, j'en ai fait un livre, Être là. Donc des recherches et des choses. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai rencontré François, il m'a envoyé, des scuds. Il m'a envoyé des scuds. Un jour, je lui envoie un article... où j'avais beaucoup travaillé sur l'imagination en hypnose, j'avais relu Sartre et tout. Et souvent, je lui envoyais mes articles avant d'essayer de les publier ou de savoir ce qu'il en pensait. Et puis, il ne me répond pas. D'habitude, on faisait assez vite, il ne me répond pas. Bon, j'insiste pas. C'est quand même... J'insiste pas. Bon. Et puis, je croise à la Pitié, je lui dis, tu vas bien? Ouais, ça va. Non. Il me dit, ton article, c'est nul. Bon, je lui dis, ah bon, oui. Il me dit, raconte ton expérience, fais pas le savant. Voilà. Raconte ton expérience, arrête de faire le savant. J'ai pris un scud terrible. Mais à la fin, en fait, ça voulait dire, reste à ta place. Sois simple, fais simple. Sois simple. Après, tu racontes ton expérience, c'est ça qui va être intéressant.
Et vous l'avez dit, il y a énormément de cas cliniques dans c'est ça que j'aime, évidemment. Ouais. Et après, tu discutes un peu les cas cliniques, mais tu fais pas le savant, tu vas pas, t'es pas formé pour ça, tu connais rien, donc reste à ta place. On me le dit souvent, et c'est vrai que le côté savant, tout le monde peut le faire, tout le monde peut avoir les mêmes connaissances. En revanche, les expériences sont uniques, donc il faut raconter son expérience. Oui, mais faut le comprendre, le savant. C'est-à-dire, moi, j'ai pas fait d'études de philo, j'ai pas été en Hippocagne, voilà. En fait, ce qu'il dit François Roustan, je trouve ça génial, c'est, en fait, tu apprends, tu travailles dur, tu as la théorie, et après, dans la pratique, tu dois tout oublier. C'est ça qui est très fort. Et je trouve ça très, 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 très fort par rapport au fait que, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, il faut retrouver l'instinct. Et c'est le peintre. Vous donnez un très bon exemple du joueur de golf. Du joueur de golf, le peintre. L'artiste. Moi, j'ai discuté avec Franc-Manger. Franc-Manger, c'était un peintre qui a eu une rétrospective à Beaubourg quand j'ai sorti Être là, parce que je voulais qu'il écrive un texte, il l'a pas fait. Enfin bon. Vous avez une très jolie préface de Philippe Delerme. Oui, parce qu'il a travaillé sur Être là, de Philippe, donc je lui ai demandé. Donc Franc-Manger, je passe une matinée avec lui. Parce qu'il était passé à, je sais pas si c'était apostrophe à l'époque ou les trucs littéraires, il avait parlé de la présence du fauteuil, enfin c'était un canapé dans son atelier. Et moi je travaillais sur la présence à l'époque, et je me suis dit, il faut qu'il me fasse un texte là-dessus. Donc je le rencontre, ça a été difficile, mais je l'ai rencontré, je suis allé une demi-journée avec lui. Et en fait, il m'a expliqué ce qui se passait. Il me dit, je passe énormément de temps dans mon atelier. Il me dit, ma femme pense que je travaille beaucoup. Mais il me dit, je fais rien. J'ai le journal, je fume une clope, je bois un coup, machin, et j'attends. Et j'attends. Mais j'attends sur mon canapé qui ne doit pas changer de place, qui ne doit peut-être être poussé ou nettoyé, mais c'est tout. OK. Et quand je suis venu, il me dit, vous avez le droit de vous asseoir là. Écoutez, monsieur Fromendet, vous êtes trop sympathique. Quel honneur. Et après, il m'a expliqué en fait ce qui se passait entre la distance, c'était rue de la Roquette dans un grand espace. Il m'a expliqué ce qui se passait entre la distance de son canapé et de la toile. Il me dit, j'attends. Parce que je ne sais rien. J'ai pas de technique, pas de modèle, pas de machin, je sais pas. Et il me rajoute à un moment, j'y vais, et puis quelquefois je fais demi-tour. Parce que c'est pas là. Et en fait, c'est une position de thérapeute. C'est-à-dire qu'il est le patient et le thérapeute en même temps. C'est la toile, c'est le rapport. Ah, ça, c'est très fort ce que vous nous dites. C'est-à-dire l'artiste est peut-être le patient et son propre thérapeute. Il y a Stephen King qui disait qu'il vaut mieux être sur son fauteuil, sur sa chaise tous les jours, tous les matins, et arrêter d'attendre l'inspiration divine. Parce que si l'inspiration, elle vous cherche, elle sait où vous trouver. Bien sûr. Je trouve ça très très fort. Bien sûr. Juste pour terminer, parce qu'on pourrait vraiment parler longuement, j'aime beaucoup ce sujet et j'aime beaucoup vous entendre parler. Moi, ça m'apaise. C'est trop sympa. Non, mais j'adore votre voix et je pense que ça y fait beaucoup. On n'a pas parlé du son de la voix, mais moi, je pense qu'il y a une partie éveil et spiritualité dans ce livre de François Roustan à la fin, qui me parle beaucoup, et je pense que c'est aussi une clé de s'éveiller à sa propre nature, de s'éveiller à l'unité de toute chose. Est-ce que l'hypnose le permettrait comme une transe chamanique ou comme une EMI aussi, une expérience de mort imminente, ce moment-là où soudainement, en fait, il s'est rien passé, on n'a rien compris, mais c'est là. Et on est bien, et en fait, ça suffit. À la fin de sa vie, Jean-Marc Benayem, l'interview, on le trouve facilement sur Internet, par Conso, parce qu'il habitait là, il habitait au Batignolles, François. Et puis j'adore les anecdotes aussi, toujours. Et donc il lui dit, mais ton travail, qu'est-ce que ça t'a amené ? Ta réflexion, tes écrits, ton énorme boulot, tes rencontres, ton chemin. Il est assez âgé. Et il répond, je voulais peut-être... Ce que je pense, je m'en fous. Ah ouais, voilà. On va finir comme ça, alors on s'en fout en fait. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que je suis là comme je suis dans mon existence. On s'en fout pas tant que ça. Merci beaucoup Marc Galli. J'espère que vous donnerez beaucoup envie à des gens de se former convenablement, d'aller consulter des hypnothérapeutes praticiens depuis longtemps et qui se sont formés et qui ont au moins conscience de qui est
François Roustan, parce que moi je viens de le découvrir et c'est une sorte de bible. Le livre est totalement corné. Le vôtre m'a énormément plu aussi et m'a vraiment fait prendre conscience de ce qu'était l'hypnose et pourquoi ça a fonctionné si bien entre vous et moi. Asseyez-vous dans le fauteuil de l'hypnose. Redites-moi le titre à chaque fois. Installez-vous. Oui, c'est ça. Dans le fauteuil de l'hypnose, installez-vous. C'est publié chez RS, c'est préfacé, donc, comme vous l'avez dit, par Philippe Delerme. Et j'ai décidé de reverser l'ensemble des droits, que ça ira pas bien loin, mais plus vous en achetez, plus ça monte, à l'Institut Raphaël, qui prend en charge des chemins thérapeutiques gratuitement. On remercie du coup, en passant, le docteur Alain Toledano, que je porte fortement dans mon cœur, qui me suit. Qui me suit, et je le suis, et nous nous suivons, et on s'en fout, n'est-ce pas Marc? Allez, on s'en fout. À la semaine prochaine. Merci. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.